Pourquoi ma femme ne veut plus coucher avec moi? Il y a des hommes qui arrivent avec cette question, ils sont un petit peu embarrassés. Et s'ils ont une logique un peu d'ingénieur avec leur bureau d'études à essayer de comprendre pourquoi leur femme est en panne, ils ont tendance à pas comprendre comment régler le problème. Mais AVS avec Philippe Robichon. À votre très bonne santé, ravi de vous retrouver. Maximilien Bachelard est avec nous. Bonjour Maximilien. Bonjour Philippe. Vous êtes docteur en psychologie et psychothérapeute et vous êtes président de l'Institut du Comment. Et coach de psychologue maintenant. Ah, vous êtes coach, vous? Alors, depuis, vous savez, il y a des choses, il y a des choses que je n'arrive pas, si vous voulez, des mots que je n'arrive pas à associer. C'est le coach mot de coach psychologue. et vous. Ouais. Depuis hier, voilà, je me suis rajouté une étiquette. Coach de psychologue. Voilà. Mais vous n'avez pas essayé de rebaptiser ça Non, mais je cherche, si des gens ont des idées, mais il faut que je trouve un terme, un nouveau mot. Superviseur. Ah. Non, enfin bon, c'est autre chose. Bon, alors vous êtes venu avec un nouveau thème, Maximilien, Ouais. qui est inspiré de votre pratique. C'est un thème qui est inspiré du terrain. Oui, et puis bon, quand le terrain nous inspire, c'est que forcément il y a des résonances, parce que en écrivant l'émission, je me suis dit, mais tiens, ça me rappelle des choses qu'on m'a dit aussi. Donc je vais vous exposer un peu tout ça. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui s'adresse a priori aux hommes, mais qui va aussi s'adresser aux femmes. Ça va vraiment, je pense que pour une fois, là, ça devrait parler aux deux. Pourquoi? Parce que les hommes vont chez le psy? Non, mais je vais parler d'une problématique dont ils me parlent souvent, et les femmes m'en parlent également, c'est, donc pour le résumer, pourquoi ma femme ne veut plus coucher avec moi? Donc, il y a des hommes qui arrivent avec cette question, ils sont un petit peu embarrassés, et s'ils ont une logique un peu d'ingénieur avec leur bureau d'études à essayer de comprendre pourquoi leur femme est en panne, ils ont tendance à pas comprendre comment régler le problème. Mais, et c'est un peu le propos de l'émission, un peu le fil rouge d'une certaine manière, c'est de se dire que si on regarde la sexualité, on va dire une bonne sexualité, c'est une sexualité où il y a de la sensibilité, où on goûte, où on touche, où on respecte, on écoute, on attend, on se synchronise, on se découvre, on n'est pas jugé, on est accueilli, on se marre, on a du plaisir. Donc on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans la mécanique en fait. Et ça, c'est quelque chose de difficile à transmettre, notamment quand on vous dit tiens, est-ce que tu pourrais pas parler à mon mec parce que il a pas une approche très fine des choses. J'étais heurté à une époque en me disant mais comment on peut aider quelqu'un qu'à ces blocages-là, puisque pour moi, et c'est un peu l'hypothèse de l'émission, la sexualité dans le couple, c'est finalement un prolongement de la relation. Voilà. Donc, comme on dit souvent, l'homme a besoin de faire l'amour pour que ça aille mieux, mais pas tous les hommes non plus. Et la femme a souvent besoin que ça aille mieux pour faire l'amour, mais pas toutes les femmes non plus. Donc c'est la punchline de l'émission, mais que vous recyclez, Maximilien, parce que vous nous l'aviez déjà donné dans une précédente émission. Mais c'est pas la première punchline, il y en aura d'autres, elles vont venir. Bon, d'accord. Alors pourquoi elles ne couchent pas les femmes? Donc j'ai demandé un peu autour de moi, parce que de plus en plus je pose des questions avant de faire les émissions. Et donc j'ai une amie qui m'a dit tout simplement parce qu'elles ont leurs règles. Voilà. Et donc ça m'a fait associer. Je me suis dit qu'il y a quand même des femmes qui préviennent une semaine avant qu'elles vont avoir leurs règles, un petit peu comme la dame du supermarché qui prend le micro et qui informe l'aimable clientèle que dans quelques minutes ça va fermer et qu'il faut se presser aux caisses maintenant. Donc pourquoi je vous raconte ça, vous comprendrez peut-être après. Donc cette émission, elle est partie du fait qu'il y a une récurrence dans les consultations que j'ai pu constater, et cette récurrence, c'est une tendance de certaines femmes à pathologiser leur vie sexuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Encore, assez souvent, elles ont entre 40 et 50, et elles se disent quelque chose de précis. Monsieur Bachelard, je crois que je suis frigide, j'ai de la sécheresse vaginale, j'ai de l'hypersensibilité mammaire, j'ai des douleurs à la pénétration, je n'ai pas d'orgasme, je n'ai jamais eu de plaisir. Donc là, il y a une petite référence pour les vieux comme moi à Brie Van de Kamp dans Desperate Housewives. C'est une dame très obsessionnelle qui n'arrive pas à lâcher le contrôle et qui un jour a un orgasme, et elle n'a jamais vécu ça de sa vie, et elle fonce chez le médecin en pensant qu'elle a un problème cardiaque. Et le médecin lui dit mais madame, vous avez simplement eu un orgasme, et elle est complètement effarée. Donc ces femmes-là, elles viennent, elles me disent je n'ai pas de plaisir, je n'en aurai jamais. Très souvent, en plus, elles n'engueulent pas leur mari. Elles ne voient même pas le lien entre le couple et leur vécu, mais elles culpabilisent, elles se sentent obligées de passer à la casserole, elles se sentent moches, elles se disent qu'elles sont même pas faites pour les mecs, qu'elles ne sont même pas faites pour le couple, et que finalement elles auraient dû finir nonnes dans un couvent, c'était pas plus mal.
Il faut savoir que la sexualité, c'est un espace, un besoin que les femmes atteintes du syndrome de la mère nourricière sacrifient en premier. Donc là, je fais une petite référence. Là, c'est le moment, c'est l'instant publicitaire. Allez-y, Maximilien. Le bandeau s'affiche sur la radio. Chapitre 4, 6e paragraphe du grand badinage de Maximilien sur Beurre FM, disponible sur YouTube. Donc ces femmes, elles sont sûres d'elles quand elles viennent me voir, de leur pathologie. Parfois, elles se diagnostiquent donc toutes seules des problèmes. Elles ont fait de la thérapie de couple. Elles sont allées voir un gynécologue, un généraliste, un sexologue. Elles n'ont pas réussi à modifier les choses de manière mécanique. Ou alors, on a essayé quelques tours avec elles et puis elles sont désespérées. Donc, elles se pensent en fait foutues quand elles viennent me voir. Donc, évidemment, je fais une petite parenthèse, des traumatismes, des problèmes médicaux, d'autres explications peuvent être des facteurs importants qui expliquent ce vécu-là. Mais j'ai constaté que la majorité du temps, ça n'expliquait pas du tout le problème et que ces femmes-là venaient avec de multiples échecs à essayer de refonctionner. D'accord, mais est-ce qu'elles ont écarté auparavant les problèmes médicaux, tous les problèmes qui pourraient être... voilà. Et souvent, quand on vient me voir, c'est qu'on est allé voir un grand sexologue, un grand gynécologue, des médecins décider ça. Et donc, on ne vient pas me voir avec ce sujet-là, en fait, en me disant faites quelque chose. On me dit, bah, c'est comme ça, on peut rien pour moi, c'est foutu. Donc, je mets ça dans un tiroir et puis je fais une croix dessus pour toujours. D'accord, mais vous êtes quand même un peu l'homme de la dernière chance. Mais je vous le reformule, c'est-à-dire qu'on ne vient pas me chercher pour ça, en fait, à la base. Et justement, c'est ça qui est intéressant, et je vais essayer de voir ce sujet, parce qu'il faut savoir quand même qu'à un moment donné, Dieu créa l'orgasme. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je l'ai souvent constaté, donc je vous donne la rencontre habituelle. Ces femmes quittent leur mari, un jour, elles en ont marre, ça va plus, etc. Puis un jour, elles sont séduites par un type, bon... Et puis là, miracle, machallah, l'inverse se produit, elles jouissent, elles crient, tout est fluide. Alors là, on va faire tout est naturel, retour en arrière. Simple. Vous avez dit machallah. Machallah. D'accord, voilà. Bien. Exactement, c'est pas une erreur, c'est pas un problème sur YouTube ou à la radio. Donc, elles vivent une révolution. Elles viennent me voir, elles viennent de rencontrer un mec et elles sont complètement étonnées. Elles ont eu leur premier orgasme, elles ont eu du plaisir, tout s'est extrêmement bien passé. Il n'y a même pas eu besoin de ces fameux préliminaires, cette fameuse combinaison secrète que devrait connaître un certain nombre d'initiés. Moi, j'appelle ça des préliminaires mécaniques, des préliminaires physiques. Elles n'ont même pas eu besoin de ça pour avoir du plaisir, alors qu'elles se sont battues avec leur ex pour qu'il fasse attention à elles. Alors, si Nadia El Bouga nous écoute, elle vous expliquera que les préliminaires, ça n'existe pas, comme vous le savez, Maxi. C'est propos, on va vers ça. C'était en train de me spoiler. Ah bon, je ne savais pas. Pour moi, il y a les préliminaires physiques qui, en fait, ne peuvent pas s'appliquer mécaniquement. Donc, c'est les préliminaires comme on l'entend habituellement. Mais je pense qu'il faut avoir une certaine curiosité à toucher un corps, à être en relation, à toucher un corps comme un instrument de musique. C'est-à-dire écouter les sons, écouter les silences. Bref, il faut être en harmonie d'une certaine manière avec l'autre, décentré d'une performance, il faut donc être en relation. Qu'est-ce qu'il faut conclure de ça ? Ça ne veut pas dire que les problèmes avant n'existaient pas, ça ne veut pas dire qu'aller voir le psychologue, ça peut tout résoudre, mais ça nous dit qu'en fait, et c'est très important, le vécu corporel n'est pas qu'une histoire de dysfonctionnement mécanique qui intéresserait la médecine scientifique. On comprend alors que le sexe, le corps, l'estime de soi, la confiance, l'image de soi, le désir, la libido, tous ces concepts-là qu'on retrouve depuis des années partout à toutes les sauces, ne sont rien sans une relation à une autre personne et sans une relation à soi-même. Donc les préliminaires qui nous intéressent aujourd'hui, c'est les préliminaires relationnels. Les préliminaires relationnels sont l'huile dans le moteur du désir. Deuxième punchline qu'on pourrait faire aujourd'hui. Sans vie, il n'y a pas de désir. Et je vais aller sur la Bible, qui à chaque fois a réponse à beaucoup de choses. Je vais citer les Éphésiens, le chapitre 6, verset 31, qui nous dit ceci. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. » Moi, je l'entends de cette manière-là. Une seule personne, ça veut dire deux êtres en relation qui ne forment plus qu'un, symboliquement. Donc, un couple au sens noble du terme et pas simplement deux colocataires. Donc, je vais par la suite vous parler un petit peu de ces histoires de préliminaires relationnels.
j'utilise volontairement ce terme de préliminaire parce que il faut bien aussi avoir une accroche avec le public, mais aussi qu'il puisse sentir que on peut pas avoir une approche uniquement mécanique. J'ai envie de dire, quand on en arrive à là, c'est que soit on est adolescent, soit qu'on tourne en fait un petit peu autour du problème et qu'on n'arrive pas à ouvrir la porte. Mais quand on est dans un couple et pas simplement dans une histoire d'un soir, il y a quand même quelque chose à comprendre sur pourquoi ça ne marche plus. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, à travers l'infidélité, on le voit bien, ça. Plus de désir, pas de plaisir, pas d'orgasme, madame ou monsieur va voir ailleurs, et en fait, ça marche du tonnerre. Comment ça se fait ? Et c'est souvent par ces essais-erreurs que les gens en consultation me disent « Mais c'est étrange, en fait, ma machine, elle fonctionne, mais elle fonctionne plus avec la personne qui était prévue. » Donc ça nous dit bien que le corps, le vécu, la chimie, le bien-être n'est pas simplement une question de neuromédiateurs et puis de bonnes techniques qu'on pourra avoir face à nous. Bon, c'est ce qu'on va voir ce matin. On va faire un peu de mécanique avec Maximilien Bachelard. Je vous rappelle que vous pouvez commenter les vidéos sur YouTube. Donc vous mettez ce que vous voulez en commentaire, vous réagissez à l'émission. Et Maximilien Bachelard, commence déjà à mettre ce qu'on veut. Lui-même vous répondra. Donc c'est vraiment vous qui répondrez, Maximilien. Ouais. C'est pas une machine ou c'est pas une assistante ou un assistant. Voilà, une assistante virtuelle. Pourquoi ma femme ne veut plus faire l'amour avec moi ou coucher avec moi. Oui. J'étais parti sur faire l'amour, moi, en fait, voyez. Oui, faire l'amour. J'avais besoin de romantisme. Ouais. Mais plus personne n'utilise cette formulation, faire l'amour, d'ailleurs. Ah, tu trouves ? Ah oui, c'est désuet. Je suis pas d'accord. Maximilien Bachelard est avec nous jusqu'à 10h. On était en train de parler de préliminaires, Maximilien. Alors, quels sont les différents types de préliminaires qu'il existe ? Oui, donc le terme qu'on utilise souvent de préliminaire, c'est vraiment l'aspect technique, froid, c'est le mode d'emploi, c'est la notice du garagiste dans la boîte à gants, c'est comment on change les bougies ou la courroie. Moi, je vais vous parler des préliminaires que j'appelle relationnels. Bon, j'invente des termes, ça se trouve, d'autres l'ont fait, mais c'est pour bien vous montrer qu'en fait, si ça marche pas en bout de course, c'est pas simplement une question d'ajustement technique, en fait, c'est qu'il y a peut-être d'autres questions à se poser sur la relation qu'on a avec les gens. Donc les préliminaires relationnels, à la fois ce que je vais vous dire peut paraître un peu simplet, mais questionnez-vous dans votre couple si ça liait encore ou pas ces préliminaires. Donc c'est se sentir entendu, mais vraiment, pas perpétuellement contré, pas jugé en permanence. C'est se sentir en confiance. C'est ne pas sentir que l'autre vous écoute d'une oreille pour attendre que vous finissiez pour enfin pouvoir dire ce que vous avez à lui dire ou ce que ça vous évoque. Ce dernier truc, par exemple, là, que je viens de dire, on le fait dans la vie de tous les jours. Mais si dans une relation de couple, on ne fait plus que cela, finalement, on est en train de constater qu'on a détruit un préliminaire relationnel. Ce moment d'échange où on sent que l'autre est vraiment avec nous, vraiment dans une écoute. Tu es en train de dire qu'on ne s'écoute plus. Oui, mais je crois que la plupart du temps, dans les couples, quand il n'y a plus cette sexualité, il y a plus ce que je viens de vous décrire, en fait. Et que les deux ne sont pas qu'une corrélation, mais que les deux fonctionnent de concert, en fait. Et que quand on essaye mécaniquement de débloquer le problème alors qu'en fait ça va pas, que madame se sent humiliée ou que monsieur se sent pas écouté, raillé, etc., bah forcément en bout de course c'est compliqué, mais je vais pas en parler de ça. Je dirais que le sexe, le bon sexe, donc pas la performance, simplement le plaisir d'être ensemble, c'est une conséquence finalement et pas une cause. Alors il faut savoir que parfois, même si dans cette émission, je ne vais pas pouvoir parler de tout, ça ne va pas concerner tout le monde, mais parfois, le fait qu'il n'y ait plus de sexualité, faire l'amour, c'est joli comme terme, finalement, on fait de l'amour quand il y a de la sexualité. Peut-être que par moment, on n'arrive plus à faire de l'amour quand on fait de la sexualité. C'est vraiment ça aussi qu'il faut comprendre. Mais dans certaines situations, ça peut même être une punition. La femme ne couche pas parfois parce qu'elle punit, parce qu'elle n'a pas reçu ce qu'elle désirait, l'attention, la gentillesse. C'est comme un moyen de pression, mais ça n'est pas bien intentionnel. C'est que la plupart du temps, elle vit plus souvent un lien fort entre la relation qu'elle a avec quelqu'un et l'ouverture du corps. Après une engueulade, elle peut être blessée, elle peut sembler rancunière, probablement qu'en fait, elle ne dissocie pas facilement le fait de s'offrir physiquement et ce qu'on lui renvoie comme image. C'est parfois, et encore une fois, c'est en majorité, mais c'est pas toujours le cas, différent pour les hommes qui ne comprennent pas, en fait, et qui dissocient plus facilement le désir physique et la relation. C'est une grève du sexe. Oui, c'est une grève du sexe, mais je dirais... à mon corps défendant, comme on dirait. Vous voyez ce que je veux dire ?
pas forcément dans l'intention de vouloir faire comprendre quelque chose ou de punir, mais parce que je ne peux pas en fait. L'exemple typique que j'entends en consultation de couple, quoi, c'est écoute, chérie, tu m'as quand même fait passer pour une idiote devant tout le monde, je me suis senti mal. Quand les invités sont partis, j'ai pas eu envie de faire l'amour. Et là, le mari, il percute, il le sait, il s'excuse, mais c'est comme s'il n'avait pas intégré cette information, et donc il comprend pas pourquoi la porte est fermée, en fait. On lui dit, mais la porte est fermée, mais tu vois bien à quoi tu as participé pendant 1 heure. Donc ça, c'est un truc perpétuel qu'on retrouve, ce décalage. Et les femmes sont plus souvent dans ce fonctionnement avec des hommes en face qui ont du mal aussi à comprendre pourquoi ça n'a pas pris. Ils le savent intellectuellement. Ils se sentent coupables à ce moment-là. C'est comme si finalement, pour eux, c'était un non-événement et que ça n'allait pas participer à un barrage à la fin, quoi. Donc là, je vais vous parler d'un élément plus relationnel dans les couples que moi, j'appelle la théorie des essuie-glaces. Une théorie de plus, c'est le « dis-moi que j'ai raison ». Ce truc-là est très important. Donc ça, c'est l'image du couple en difficulté. Les essuie-glaces, en fait, ils ne se rejoignent jamais. C'est une forme de situation impossible dans laquelle je retrouve beaucoup de couples. C'est un challenge impossible. En fait, vous allez le comprendre au bout d'un moment parce que c'est assez parlant. C'est la situation dans le couple où un partenaire appréhende la réaction de l'autre. Il anticipe la réaction de l'autre. Et finalement, il vient à chaque fois valider sa théorie à partir de son expérience avec l'autre. C'est l'effet Pygmalion. Évidemment, on anticipe toujours les mauvaises choses. Alors, exemples concrets. D'abord, il faut expliquer aux gens ce que vous appelez un effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est venir se faire confirmer notre première impression, en fait. Donc, exemple très simple. Madame parle à son mari et il hausse des sourcils et elle se dit « ça y est, il se braque ». Ou alors, elle lui parle de quelque chose d'autre et elle se dit « oui, il me dit oui ». Mais je sais à son visage qu'il s'en fout et qu'il ne fera rien. À l'inverse, monsieur va parler à madame et il va se dire au fond de lui, elle rigole, mais elle va me faire payer en fait dans 2 heures ce que je viens de lui dire. Ou alors, elle n'écoute pas et elle s'en plaindra à sa mère. Elle me dit que tout va bien, mais elle va s'en plaindre à sa mère et donc ça va me retomber dessus. Là, ce qu'il faut comprendre dans cette danse qui est compliquée, c'est qu'en fait, un partenaire vient chercher la confirmation auprès de l'autre. L'esprit est fermé, les oreilles sont fermées, le corps se rigidifie. On se sent attaqué, l'autre se sent attaqué, et finalement, le couple fait toujours la même chose. Vous voyez ? L'interprétation qu'on peut donner à l'autre devient une espèce de piège dont on ne peut plus sortir. C'est un petit peu l'image que je peux donner, c'est que chacun a un petit bloc-notes et il compte les manquements de l'autre. Il l'attend au tournant. Et c'est pour ça que certaines personnes fantasment de partir. Elles fantasment parfois de partir pour sortir du regard de l'autre, qui ne croit plus en nous, qui se dit c'est le mari qui va dire je vais m'occuper de faire ça demain, et sa femme ricane. Et il se dit voilà. Encore une fois, elle se dit que je suis pas capable, et comme il est bloqué par la réaction de sa femme, eh bien il ne le fait pas. Et donc le couple, vous voyez, fait toujours la même chose. Donc on fantasme de partir du couple pour sortir du regard de l'autre, qui nous attend au tournant, mais également pour arrêter de ne plus être surpris par l'autre. C'est-à-dire qu'on connaît tellement l'autre, qu'on sait quoi en attendre, mais d'une certaine manière, il faut aussi se rendre compte que nos croyances, notre attitude, va le renforcer là-dedans. Donc c'est toute la magie du couple, de à chaque fois se dire c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'autre, et en même temps on se rend pas compte qu'on savonne la planche et qu'on dit à l'autre très gentiment de marcher, puis il tombe, puis on s'y attendait, puis lui aussi, puis on fait toujours la même chose, on tourne en boucle, on tourne en boucle. Faut changer de lunettes dans ces cas-là. Ou faut arrêter de savonner les planches. Je sais pas. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Donc ça dégénère parfois dans ces histoires de couple quand l'un veut triompher sur l'autre, quand on préfère avoir raison plutôt que ça aille mieux. Quand on a perdu la curiosité par rapport à l'autre, c'est-à-dire que je commence à vous écouter, Philippe, et vous me dites un truc, je pense que vous êtes en train d'aborder un sujet que vous avez déjà abordé 3 fois, donc je vous écoute même plus en fait. Et je vous dis ouais. Donc j'ai perdu la curiosité, je ne cherche pas la nouveauté dans ce que vous me racontez, je ne cherche pas la singularité de votre vécu, je suis simplement en train de me dire comme d'habitude, et je sais très bien ce qu'il va dire et je sais très bien ce qui va se passer. Donc on attend finalement à la fin de l'explication pour valider notre idée. C'est comme quand on vous raconte pour la 3e fois la même blague, vous n'écoutez plus, vous attendez que l'autre ait fini pour dire haha, vraiment c'est drôle, mais en fait le cœur n'y est plus.
Donc on est bloqué. Et c'est un peu une image que donnait Moni El-Kaïm, un thérapeute, je crois, qui était intervenu ici à un moment donné. On a eu la chance de... Avec Ali Habibi, je crois. Ouais, on a eu la chance de le rencontrer. Et qui était super. Il donne une image que j'adore et je l'utilise souvent parce qu'elle est parfaite. On est vous et moi dans un tourniquet d'hôtel à l'entrée. Et puis vous poussez dans un sens. Moi, je suis en face et je pousse dans l'autre. Et puis vous me dites, Maximilien, c'est de votre faute si on est bloqué. Et puis moi, je dis, ouais, non, mais Philippe, c'est de votre faute. En fait, c'est de votre faute. C'est de la mienne. Et en fait, c'est pas de notre faute. C'est la faute au système dans lequel on est embarqué. Et donc, c'est dans ça où se retrouve perpétuellement le couple par moment. Donc là, le sexe, c'est l'inverse de ce blocage, par définition. Derrière le sexe, il y a l'envie de se retrouver, en fait, de se sentir attaché. Enfin, attaché, ça dépend pour qui, mais vous avez compris. Se sentir aimé, se sentir désiré. S'il n'y a pas de préliminaire relationnel, en fait, le sexe est une fausse solution qui tourne à vide, voire abîme le couple. Et ça, je vais vous en parler un petit peu. Il y a des couples où moi, je vais proposer qu'on arrête d'essayer de trouver du plaisir ou qu'on arrête de vouloir se faire plaisir ou qu'on arrête de vouloir faire plaisir à l'autre parce qu'on est dans un tel état de reproche. Les préliminaires relationnels sont tellement immondes, on est tellement mal, soit madame, soit monsieur se sent mal, que le sexe finalement, et je vais vous le décrire par la suite, vient à chaque fois éroder un peu plus la falaise. Et il y a un mécanisme qu'on voit assez souvent chez les couples, c'est que finalement, ils font de moins en moins l'amour. C'est une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois. Puis en plus, c'était pas terrible. Et donc, moi, je pense... Quand vous dites ça, c'est chez tous les couples, ça? Non, pas chez tous les couples, mais dans ce genre de situation, c'était pas terrible, mais d'une certaine manière, ma théorie derrière, c'est que je crois que ces couples-là ont encore de l'amour, ils ne se supportent plus ou ça va plus, et ils ne couchent pas trop pour ne pas trop ébrécher le couple et pour ne pas le faire casser non plus. Et pourquoi ça les réconcilierait pas? Alors ça arrive dans certaines situations. Ça pourrait peut-être, au contraire, finalement, on dit on se réconcilie sur l'oreiller. Ça arrive dans certaines situations. C'est pour ça que je vous dis que l'émission, elle ne concerne pas tous les couples de la Terre entière. C'est des gens que le sexe ne répare pas, en fait. Oui, et puis il y a des gens qui peuvent passer outre. Alors après, chacun son fonctionnement. On peut s'être engueulé, même s'être insulté. Et je vois des couples qui couchent ensemble, et puis ils reviennent à la consultation d'après, et puis c'est bon. Moi, je pense que c'est un fonctionnement qui peut aller si monsieur et madame ou monsieur, madame sont finalement tankés sur le même logiciel. Mais qu'est-ce que sont devenues les insultes derrière? C'est une question. Puis c'est aussi qu'est-ce que représente le sexe pour vous? Parce que le sexe, ça peut vouloir dire finalement je me venge ou je vais récupérer ma part. On peut aussi se dire j'ai pris du plaisir et puis l'autre aussi. Et puis finalement, comme ça, les comptes sont bons. Mais... dans d'autres situations, pour d'autres personnes, il est délicat d'arriver à la sexualité si finalement ça va pas bien en fait en amont. Si relationnellement on se sent pas respecté, si on se sent pas écouté, si on se sent pas aimé. Donc c'est un petit peu pour ces gens-là dont je vais parler le plus. Oui, j'ai une image qui me vient, mais alors un peu datée, mais c'est Odette et Raymond dans Scène de ménage. Oui, par exemple. Il y a quelque chose d'aigri comme ça. On a du mal à imaginer leur sexualité et en même temps pourquoi pas. Peut-être que quand ils sont dans la chambre... Ils sont tellement en train de s'envoyer des vacheries toute la journée. Oui, et en même temps, il y a un côté excitant pour certains couples. Mais pour ces couples-là, j'ai envie de dire, l'émission durerait 2 minutes, puisque je leur dirais, quand ça va pas, vous avez qu'à coucher. Et puis ce serait réglé. Et puis on ferait que à chaque fois de régler les problèmes par la sexualité. Mais pour d'autres, la sexualité n'est pas une solution, c'est justement quelque chose à entretenir. Donc il y a des couples aussi où on a besoin de se détester pour pouvoir coucher. Mais ça, c'est encore un autre type de couple. Voilà, et Maximilien Bachelard répond à cette question. Pourquoi ma femme ne veut plus coucher avec moi? Interrogation que vous entendez en consultation, Maximilien, de la part de Marie. Donc ça y est, vous avez déposé la théorie et le syndrome des essuie-glaces, c'est ça? Ouais. C'est bon? C'est de vous la SACEM. C'est l'image qui me vient. D'accord, mais c'est de vous, c'est original. Alors, moi, je pense que c'est original parce que je ne l'ai pas lu, mais bon, je suis sûr que si vous allez sur Google, vous allez bien trouver quelqu'un qui a utilisé cette expression. Non, je le dépose, c'est pour ça. Allez-y, il n'y a aucun problème, ça fait plaisir. Tous les fonds seront reversés à Beurre FM, à l'association Beurre FM. Oh, ça pourrait être intéressant, ça. Ah bah, écoutez, on a 2-3 choses à changer, si vous voulez bien, Maximilien. On peut... Bien, alors le sexe, c'est l'inverse de ce blocage, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, donc, on est dans la situation où... il est parfois difficile de dissocier ce que l'on est, notre comportement, notre relation et la sexualité qu'on a après. Donc,
Moi, je vais vous décrire quelque chose d'important, c'est ce que j'appelle un deal perdant-perdant, que j'entends souvent auprès de plusieurs couples, et je crois qu'il y a des gens qui vont se reconnaître un minimum. Le sexe sans préliminaire relationnel peut être une catastrophe pour certains couples. C'est-à-dire, en fait, ça va pas, on se sent pas entendu, on se sent pas respecté, on se sent pas écouté, on se sent pas sur la même planète, et puis on va aller vers un acte sexuel. La femme, dans ces situations-là, elle peut se sentir mal, parfois abusée ou violée, utilisée comme un bout de viande. Le bout de viande, c'est l'expression qui revient souvent. Je me sens comme un bout de viande, il a fait son truc, bon, j'ai attendu qu'il ait fini. C'est des moments qui sont tristes à entendre, hein. Et donc, on pourra dire, la pauvre femme, c'est compliqué pour elle. Mais en fait, la plupart du temps, quand vous regardez le monsieur, il fanfaronne pas à côté. Parce que lui aussi se sent mal, il se sent coupable, et il peut même avoir l'impression d'avoir abusé de sa femme. Donc, dans ces situations-là, il faut stopper un instant et se demander un peu où on en est. Parce que la question, là, c'est pas d'avoir des préliminaires mécaniques qui permettraient à madame d'avoir du plaisir. Ce serait imaginer que madame, c'est une machine et qu'il suffirait d'appuyer sur 2-3 boutons. Il semblerait qu'en fait, au premier abord, qu'il y en ait un qui gagne. L'homme qui couche, à ce moment-là, on peut dire il a gagné quelque chose. Ou la femme qui couche pas, on pourrait dire qu'elle a gagné quelque chose. On est d'accord. Mais en fait, c'est plus compliqué. L'homme qui couche, il perd aussi car il n'est pas satisfait et il se sent égoïste quand même. Et souvent, la femme, quand elle ne couche pas, elle perd aussi, en fait. Parce qu'elle n'est pas satisfaite et elle se sent aussi égoïste. Donc j'ai beaucoup de situations comme ça où on essaye mécaniquement de relancer la machine, on essaye de recoucher ensemble, et en fait, un peu comme, ça me fait penser à une autre théorie, la théorie des aimants, ça s'attire pas, mais comme les aimants sont inversés, plus vous les rapprochez, plus en fait vous sentez une force, non pas d'attraction, mais une force dans l'autre sens, j'ai oublié le terme. Donc là, quand ça arrive, ce genre de situation, de manière répétée, on pourrait presque dire que ça devient une sorte de traumatisme alimenté par le couple, avec une bonne intention parfois. Madame veut faire plaisir à monsieur. Monsieur, il a un peu envie, et puis il se dit, tiens, je vais lui faire plaisir, et puis ça va redémarrer. Et puis en fait, le constat, c'est que c'était vraiment pas terrible, et surtout, on s'est fait du mal. Là, on détruit l'estime du couple, l'estime de soi, et on désincarne le sexe. La femme n'a pas envie car elle se sent obligée, elle ne veut pas rentrer dans l'obligation conjugale en même temps, quoi. Donc Nadia El Bouga, qui passe sur Beurre FM, elle en parle notamment dans son livre La sexualité dévoilée. Je fais un gros merci Nadia de me l'avoir envoyé à l'époque, il est très bien. D'ailleurs, je vais le conseiller à quelqu'un la semaine prochaine. La sexualité, elle le décrit, c'est une énergie dynamique qui circule. C'est pas un acte où chacun vient simplement chercher ce qu'il veut ou donner, mais c'est un acte où on vient donner, on vient recevoir. Dans les couples, et c'est normal avec le temps, on perd la séduction. On n'a pas besoin de séduire parfois, malheureusement c'est ce qu'on se dit, puisque c'est à disposition. Et souvent, les femmes le sentent plus et viennent s'en plaindre en fait. Elles se disent, c'est comme si on venait me chercher comme un soda dans un distributeur, mais moi je suis pas prête en fait. Il n'y a plus d'effort, tu fais plus d'effort. Donc on perd, et ça c'est très important. Ça c'est un point sur lequel j'essaye de travailler avec les couples. On perd également l'attention face à la disponibilité de l'autre. Et ça, moi, je l'ai constaté. Vous savez, moi, je n'ai pas théorisé sur ces trucs-là. Mais à force de constater que monsieur ou madame ne percevait plus quand l'autre était prêt, là, je me suis dit, il y a une vraie question. Comment ça se fait que moi, thérapeute, je vois que madame est prête ou pas prête, ou que monsieur est prêt ou pas prêt, et que le partenaire ne le voit plus? Ça, c'est une question importante. Parce que je crois qu'avec le temps, chez certains couples, ça disparaît. Et on attend que l'autre soit disponible. Mais je crois qu'un des secrets, c'est, en tant que partenaire, d'amener l'autre à se rendre disponible. Donc je vais vous dire le truc classique, la caricature si vous voulez, mais ça n'en est pas vraiment une, que j'entends toutes les semaines. C'est l'homme qui attend madame. Donc madame, elle gère toute la maison, elle travaille, et puis elle rentre, et de 17h à 22h, elle s'occupe de tout. Et à 22h, lui, il va vers elle. Puis il voit qu'elle n'est pas prête, en fait. Et donc le couple ou lui vient me voir, et puis ils ne savent pas quoi faire. Donc là, je vais sur la dernière partie, ce qu'on appelle la charge mentale, encore une fois, la to-do list, et à la fin, il y a marqué « faire l'amour ». Puis on ne le check pas parce qu'on n'a jamais le temps. Donc, je récapitule un petit peu ce qui peut se passer dans la vie des femmes, mais ça peut être aussi des hommes, hein. Donc, on réveille les enfants, on prépare les petits déjeuners,
Alors, on prépare le petit déjeuner du mari, des enfants, on va se laver, elles vont se maquiller, elles vont nettoyer la vaisselle, puisque les enfants ont balancé ça dans l'évier si elles ont de la chance, parce que souvent ça traîne sur la table. Elles vont vérifier que les douches ont été faites, elles vont vérifier les sacs, elles vont vérifier les carnets, et puis elles vont amener les enfants à l'école, et puis il y en a un qui veut pas y aller, donc il va falloir le forcer, et puis il pleure, puis on l'amène, et puis on court, on regarde sa montre, et puis on fonce au travail, on est dans les embouteillages, on fait son boulot, on a les collègues, on a le patron, on a le stress. On a les textos, on a tout ça. Puis le soir, on recommence. On lance à manger, on lit les histoires, on étend le linge, on repasse. On sert à manger, on débarrasse, on fait la vaisselle. On prépare le petit Tupperware pour notre mari et pour demain matin. Et puis on passe des coups de balai, et puis il est 22h15, et puis on a encore raté le début du film, comme à peu près toutes les mères nourricières. On n'a pas fait le repassage, on le fera le lendemain, ou le week-end. On reparle de la mère nourricière. Exactement. Donc là, faire l'amour, c'est un peu bizarre au milieu de tout ça. Sans message gentil, sans prévenance, sans anticipation du partenaire, c'est compliqué que ça démarre. Il y a aussi une situation que les femmes me rapportent assez souvent et qui à chaque fois je regarde le ciel et je me dis mon Dieu, faites quelque chose. Le mari, en fait, rentre du boulot, sa femme fait tout ça, il commence à prendre conscience de tout ce qu'elle fait. Puis il se dit quand même... je suis pas un macho, je vois qu'elle en fait beaucoup. Donc il la remercie. Et puis là, il a une démarche qu'il pense être intéressante, mais elle est ratée en fait. Il lui dit, chérie, dis-moi ce que je dois faire pour t'aider dans la maison. Et là, les femmes, elles viennent me voir en consultation et puis elles me disent, je fais quoi? Je le tue, je me scarifie, qu'est-ce que je fais là? Je vais le tuer quoi. Et j'imagine toujours le mari à côté éberlué qui saurait pas quoi dire en fait. Parce qu'elles me disent, mais en fait, il y vit, mon mari. Il voit bien qu'il faut faire les devoirs. Il voit bien que c'est sale. Il voit bien qu'il faudrait peut-être touiller la marmite. Il voit bien que ce serait bien qu'il range son bureau. Il voit bien que notre petite, elle hurle parce qu'elle aimerait bien qu'on l'amène à la douche. Ou que le petit, il a besoin qu'on l'aide pour les mathématiques. Et là, il me tue, il me détruit, il vient me voir comme un petit garçon et il me dit, qu'est-ce que je dois faire, chérie? Donc là, j'ai envie de dire à ces hommes-là, bon, vous avez une bonne intention, c'est bien, il va falloir aller un peu plus loin. Il va falloir être un homme extraordinaire, comme on n'en fait plus beaucoup sur cette planète. C'est-à-dire avoir une sensibilité et vous dire, tiens, sans parler, je vais essayer d'anticiper. Apparemment, ça fait à peu près 12 ans que notre enfant est chiant à table ou que notre fils a besoin qu'on l'aide pour ça. Et peut-être que je vais le faire. Ça fait à peu près 24 ans qu'elle repasse mes chemises. Alors peut-être que si j'aime pas le repassage, je vais lui déplier sa table à repasser, puis je vais juste chauffer de l'eau et sortir sa boîte de thé, et puis je vais allumer une bougie parce que ça lui plaît, puis je vais rester à côté d'elle. Je vais pas faire le repassage parce que vraiment je suis un homme et je suis macho, mais au moins si je prépare ça, peut-être que pour la première fois de notre couple, elle va trouver ça mignon, et puis peut-être elle va avoir envie de m'embrasser parce que elle va se dire que j'en ai un peu quelque chose à faire en fait de sa vie. Et là, ça s'appelle un préliminaire relationnel. C'est tout en fait. C'est pas bien compliqué. Et il y a beaucoup d'hommes qui s'arrêtent en fait à ça et qui veulent pas y aller. Donc l'homme peut participer, dernière punchline, à la décharge mentale pour préparer la décharge sexuelle. Quand l'homme a intégré ça, il a tout gagné en fait. C'est l'homme du 21e siècle. Donc pour moi, et évidemment c'est extrêmement machiste, etc. Mais on peut inverser, la femme peut faire pareil avec l'homme. Puis dans un couple homosexuel, on peut le faire. Mais il faut qu'il y ait un partenaire qui participe à créer le décor, qui participe à cela, qui soit pas en position d'enfant en demandant qu'est-ce qu'il doit faire. Et j'ai même envie de vous dire, si on est dans un truc vraiment très patriarcal, vous savez, de l'homme blanc cisgenré, eh bien il faut qu'il fasse l'homme en prévenant, en se mettant en avant madame, et en préparant tout ça pour que le terrain soit fertile pour qu'il puisse se passer de la sexualité. Donc les différentes solutions, finalement, vous pouvez les comprendre à travers l'intervention, mais je reviens là-dessus un peu pour les résumer. Oui, pour qu'on comprenne bien comment relancer la machine. Réussir à susciter de l'inédit, parce que j'ai envie de dire, parfois j'aurais envie de voir le film des couples en résumé, et je leur verrais avec eux qui se diraient, mais qu'est-ce que c'est chiant notre vie. C'est toujours la même chose. On a fait ça 365 fois cette année, c'est insupportable. Mettre un peu d'inédit, c'est mettre un peu de surprise, ça devient intéressant. C'est cueillir votre femme à un moment donné sur ce soir tu repasses pas ma chérie, parce que ce soir j'ai envie de t'embrasser, et ce soir j'ai envie de voir un film que j'ai envie de partager avec toi. Tout simplement en fait. Et puis elle fera le repassage demain, on l'aidera.
Pourquoi pas, on est même fou, on fait soi-même leur passage. Donc c'est susciter de l'inédit. C'est prendre ses responsabilités plutôt que de demander aux gens ce qu'on doit faire. C'est créer le décor. Donc ça ne veut pas dire faire le canard, mais ça veut dire essayer de rendre un décor apte à susciter une pièce nouvelle, en fait. C'est calmer ses propres automatismes. Quand je suis persuadé que ma femme va faire ci ou va faire ça, ou quand madame est persuadée que son homme va pas faire ci ou ça, eh bien se rendre compte qu'il est parti dans un automatisme. Quand je n'écoute plus l'autre, me rendre compte que ouais, je bois mon café, je regarde mon portable, je hoche de la tête, eh bien je vais poser les deux, et puis je vais dire répète-moi, en fait j'ai pas écouté ce que tu as dit, je suis désolé, et puis se remettre à écouter vraiment. Ça c'est lancer un préliminaire relationnel. C'est redécouvrir l'autre finalement d'une certaine manière. Et puis c'est la prévenance. La prévenance, c'est pas un truc guimauve. La prévenance, c'est anticiper. La prévenance, c'est se dire il fait -5, je suis à la maison depuis 2 heures, ma femme m'envoie un texto, elle me dit qu'elle va rentrer. Eh bien, tout simplement, son pyjama est sorti, je vais descendre, lui ouvrir le portail. Ce sera toujours ça de moins qu'elle fera. Et puis quand elle rentrera, elle sera touchée parce que c'est vraiment pas bête. Simplement ouvrir un portail, c'est pas si compliqué, c'est pas grand-chose, mais c'est une petite attention. Et cette petite attention, elle commence à caresser un peu la sensualité de madame. Donc je crois que les préliminaires mécaniques à la American Pie, ça va 5 minutes. Oui, vieux film, c'est tellement vieux maintenant, même si on en a fait 9 épisodes. Mais les préliminaires mécaniques, mettez-moi ça de côté. Pensez aux préliminaires relationnels. Bien. Est-ce qu'on doit revoir American Pie ou pas? Non. Ça m'a vieilli. Ça peut être intéressant dans les commentaires, je vais essayer d'avoir une approche plus positive. Je propose aux femmes, si elles ont envie, de simplement citer un préliminaire relationnel de leur homme, pour donner des exemples à d'autres. Ça évitera d'avoir une liste de commentaires de femmes désabusées, mais plutôt de femmes qui pourraient dire moi mon homme il fait ça, ou moi je fais ça à mon homme, ou peut-être des hommes qui pourront dire moi, pour que ma femme ait un sourire, se détende, pour pouvoir la mettre en condition, pour qu'on ait une plus grande fluidité dans notre relation, pour qu'on ait envie de faire l'amour, qui est une conséquence, une cerise sur le gâteau qui vient tout seul, eh bien moi je fais ci ou moi je fais ça. D'ailleurs, sans dévoiler un secret, vous Maximilien, vous cuisinez. C'est un grand préliminaire relationnel. Vous cuisinez. Les odeurs, vous cuisinez bien. Le visuel, je sais pas, je vous ai pas encore fait à manger. Le goût. J'ai vu les photos. En tout cas, c'est très joli. Je sais pas si c'est bon. Et déjà, ça donne envie. Voilà. Bien. Maximilien Bachelard, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez bien sûr la vidéo que vous commenterez sur la chaîne YouTube. Merci Maximilien d'avoir été avec nous. Et de joyeux préliminaires relationnels de fin d'année à tout le monde. Voilà, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.